voit bien que ce qui a été détruit en France par ce travail de confinement, c'est ce que j'appellerais l'économie libre. Et c'est l'économie libre qui fait les hommes libres, en régime libéral, c'est quand même le cas. Et c'est ça qui a été attaqué, ce qu'on appelle les TPE, PME, c'est ça qui a été attaqué très violemment. Sans compter qu'ils n'ont toujours pas le droit de retravailler, quand on regarde les restaurateurs et d'autres. En banlieue parisienne, Jean Terlon ne rouvrira lui les portes de son établissement que vendredi. Le gérant craint déjà de voir refuser des clients car la moitié des tables sera condamnée pour respecter 1 mètre de distance. Avec ces contraintes impossibles selon lui de relancer pleinement l'activité, l'entreprise a déjà perdu 90 000 € de chiffre d'affaires. Et il n'y a pas que dans les restaurants que ces mesures posent problème. Sur les chantiers, difficile de faire respecter 1 mètre de sécurité. Même chose dans certaines usines. Ils sont toujours maintenus dans la dèche économique, dans l'endettement, alors qu'on était déjà dans une période pas favorable. Donc on voit vraiment une volonté jusqu'au bout de casser les reins des PME, TPE, c'est-à-dire en fait de la petite et moyenne bourgeoisie, je dirais pas blanche parce que je veux pas rentrer dans l'identitarisme, en fait oui, casser l'homme libre, et l'homme libre en France qui est on va dire le petit blanc entrepreneur, qui est, je le rappelle, la classe productive, la classe consciente, je veux dire de la vraie conscience, la conscience par la pratique économique, et la classe indépendante, c'est-à-dire rétive à l'autorité. Et là, il faudra bien rappeler le mensonge qui est de dire que la classe révolutionnaire, c'est le prolétariat. Le prolétariat, c'est le salariat ouvrier. Le salariat est une infantilisation et comment dirais-je, une dépersonnalisation d'une certaine manière. On peut étudier le marxisme, l'a bien démontré. Et quand on lit même Lénine, il dit bien qu'on ne peut arriver à une révolution que quand on arrive à adjoindre la classe moyenne au prolétariat en colère et en souffrance. La révolution sociale en Europe ne peut pas être autre chose que l'explosion de la lutte de masse des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement. Sans cette participation, la lutte de masse n'est pas possible, aucune révolution n'est possible. Le prolétariat, la différence, c'est qu'il est manipulé par des agitateurs politiques, des leaders syndicaux, qui sont d'ailleurs, je l'ai bien démontré dans Comprendre l'Empire, et c'est pas un secret, qui sont historiquement souvent issus de la moyenne et petite bourgeoisie juive cultivée ashkénaze. Vous remarquerez que c'est exactement ça en France toujours. Alors que la classe moyenne, elle, est autonome. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de leader de la classe moyenne qui viendrait d'en dehors de la classe moyenne. Et récemment, on a remis en ligne une vidéo très importante d'un personnage dont on ne parle jamais et qui a un peu disparu et pour lequel j'ai un très grand respect, qui est Gérard Nicou. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, a incarné, après Pierre Poujade. Tu es en France depuis quelques générations, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Dupont, de Durand, de Poujade qui ont apporté leur sang, n'est-ce pas, avec le tien? Est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. C'est toi le raciste, puisque tu n'as pas voulu te mélanger. Tu es venu te mettre dans la communauté française. Tu es venu profiter de la communauté française, de tout ce qu'elle t'a apporté, de cette générosité. Tu en as profité, tu t'es enrichi, tu t'es développé, et tu es resté là, dans ta secte. Poujade, c'est l'immédiate après-guerre, les années 50, et Nicou, c'est les années 70. La défense des TPE, PME, ce qu'on appelle les petits commerçants, ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, qui est toujours insultée d'ailleurs par les marxistes qui mènent un combat. On insulte toujours le petit bourgeois, alors que le petit bourgeois, il est incarné au cinéma et dans l'esprit français par Audiard. C'est l'esprit Audiard. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est le français, voilà. Ce Nicou défendait les PME, TPE, les petits commerçants, et il a subi des violences incroyablement supérieures à ce que subissent les cadres de la CGT ou ce que subit le mouvement ouvrier qui est totalement encadré. On voit très bien que tout ça est ritualisé. CGT, patronat, réunion, manif, nation, Bastille, République. Si la CGT appelait une grève générale, par exemple, une grève ça générale, ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'on peut... sur quoi? Et alors que Nicou, c'était de la vraie révolte avec notamment s'attaquer à la fiscalité, à la surfiscalité des travailleurs productifs, des petits entrepreneurs. Ça, on voit bien, la violence fiscale montre bien à qui on s'en prend, qui produit la richesse, où on va la chercher et qui on persécute. En régime bourgeois, la persécution, c'est la persécution fiscale. On vient me voir dans mon café, petit café, vous l'avez vu, et le soir,
les volets fermés, on discute. Et on commence à me dire, tiens, on est allé, parce qu'à l'époque, on est allé sur tel chantier, on a piqué 5-6 bâtons de dynamite, est-ce qu'on peut s'en servir? Ah oui, pas de la perception, là, une perception qui nous a... Ah ben, allez-y, boum! Et ça va faire boum, un peu de partout. À tel point qu'à Lyon, on battra les records, 9 perceptions dans la même nuit. Nikou organisait des attaques commando pour s'en prendre aux perceptions là où sont les dossiers d'impôts, les brûler, etc. Qu'il a subi un nombre d'incarcérations. Il a fait de la prison, il s'est fait casser la gueule, il a été diabolisé comme jamais. Il faut bien rappeler en fait que la classe révolutionnaire, c'est la classe moyenne et la classe moyenne entrepreneuriale. C'est elle qui produit la richesse. C'est elle qui a la conscience politique qui vient du travail, on va dire, qui est pas une conscience indirecte de manipulation par des intellectuels, que ce soit envers la jeunesse, les étudiants ou les travailleurs. On voit qu'on a d'abord commencé par encadrer les travailleurs, puis après les jeunes, puis après d'ailleurs les femmes. Enfin voilà, on a dégringolé. Et puis récemment encore les immigrés et les gens de couleur. On voit bien qu'il y a différence entre autonomie et domination et encadrement. La classe moyenne est autonome, elle est rétive au pouvoir, elle est la classe des hommes libres parce que c'est la classe de l'économie libre et elle produit la richesse et elle est la classe persécutée en réalité par le pouvoir parasite via la fiscalité puisque la classe moyenne produit la richesse et on va dire l'état profond, l'oligarchie, les élites sont purement parasitaires. Il est évident que cette classe moyenne qu'on est en train de détruire, elle va subir le même sort que le prolétariat qui a été mis au RMI puis au RSA. Et je rappelle que c'est Rocard qui nous avait vendu ça, et que la gauche est toujours là pour nous vendre ces saloperies de droite. Parce que qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des finances, qu'il s'agisse de la surveillance des armes, etc., aucune des agences spécialisées des nouvelles autorités n'a les pouvoirs nécessaires pour traiter les problèmes au niveau de l'ampleur où ils ont mondialement. C'est vous les patrons. Vous n'avez pas de substitut. Vous êtes la seule expertise par rapport au pouvoir en connaissance du monde extérieur à ce qui s'y passe. Et l'urgence, c'est qu'il va falloir finir par tomber d'accord pour dire les souverainetés nationales ont dépassé leur stade d'efficacité et elles entrent dans la période de la nuisance. Là, vous verrez que quand on va mettre la classe moyenne ruinée au revenu universel, au moins la moitié, c'est pratiquement prévu, il y aura toute la gauche crétine, la gauche à catogan, pour nous dire oui, c'est bien parce que le revenu universel, c'est la fin de l'idéologie du travail, c'est la décroissance. Il faudrait que le revenu de base, que le revenu minimum distribué à tout le monde sans condition et à vie, permette de ne pas travailler. Permette de dire non, votre travail dégradant, douloureux, inutile, pénible, chiant, ennuyeux. Il faudrait que ce travail-là, on puisse le refuser. Les humains ne sont pas oisifs par nature. Les humains sont actifs par nature. Libérez-les de la malédiction d'avoir à gagner de l'argent à tout prix en se soumettant à la domination du maître qui a de l'argent et qui est distributeur et qui va vous faire travailler à son profit. Libérez-vous de ça. Vous allez rendre possible ce qui vous grandit, ce qui, à votre avis, vous grandit. Vous allez pouvoir enfin faire ce qui vous semble beau et bon. Et là, on voit tout le travail qui a été mis en place dès le Club de Rome pour nous vendre effectivement l'effondrement économique comme une stratégie de type écologiste. C'est-à-dire que le revenu universel, effectivement, ça sera bien, ça sera la fin de l'idéologie du travail, les gens pourront faire autre chose. En fait, ils pourront sombrer dans l'alcoolisme et rester chez eux à regarder la télé, puisque là, on leur filera peut-être des abonnements gratuits à Netflix. Pour André, le temps s'est arrêté en 1996. Cette année-là, à cause d'un problème de santé, il perd son emploi de magasinier. Après 13 ans de maison, suivent le chômage, puis le RMI. Un travail, ça me permettrait de sortir de l'ornière. Ça me permettrait d'avoir une autre vie, une vie meilleure. Vous préféreriez une augmentation du RMI ou un emploi ? Ah non, l'emploi, effectivement. Je rappelle que l'homo sapiens, c'est l'homo faber, et que, rappelez-vous, ce magnifique slogan Arbeit macht frei, le travail rend libre. And that's one of the things the Jews hated so much about Hitler's concentration camps. When you go into the camp, there was a big sign that Arbeit macht frei, which means work makes you free. And the Jews don't believe in that. They believe you do all the work and they get all the benefits. They hate work. This is the real problem with the Jews. They don't like work. Un homme n'est un homme que s'il travaille. Et quand je dis travail, c'est pas
c'est un métier dont je parle, c'est pas un boulot, c'est pas ce qu'a donné le Fordisme, le Taylorisme, le travail à la chaîne, le travail de bureau du tertiaire. C'est un métier. C'est-à-dire un homme s'accomplit parce qu'il sait faire quelque chose et qu'il le fait. Si vous lui donnez juste de l'argent pour attendre la fin des temps en regardant la télé, vous en faites un dépressif, voire un suicidaire, et vous détruisez sa qualité d'homme, vous détruisez sa dignité. On porte atteinte à la dignité humaine, là. C'est une mesure de démagogie. Elle est plus facile que de créer les conditions économiques qui donneraient aux Français ce qu'ils demandent, c'est-à-dire du travail. Parce que la ressource garantie, même si elle est à 2000 francs, je crois que c'est la proposition qu'ont faite les socialistes, c'est encore la misère organisée, la misère matérielle et la misère morale. Parce qu'il y a dans l'exercice d'une profession, dans un métier, un élément fondamental de dignité. Donc il faut défendre le travail, mais le vrai travail. Un travail, c'est un métier. Qu'est-ce qui est un métier, qu'est-ce qui ne l'est pas? On voit d'ailleurs que dans nos sociétés post-industrielles mondialisées, beaucoup d'emplois ne sont pas des métiers, notamment tout le tertiaire, le bureau, les services, etc. Et que ça génère une catégorie de gens, puisque ça transforme fondamentalement les gens, qui sont les mêmes qui portent encore des masques aujourd'hui alors que c'est plus nécessaire. Ça produit des esclaves et des abrutis. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et des névrosés et des névrosés, je veux dire, haineux, coléreux, pas des gens épanouis. Quand vous regardez un paysan fier de sa terre, un artisan qui maîtrise la menuiserie et qui vous montre la table qui vient de finir, vous êtes face à des êtres humains qui maîtrisent quelque chose. On parle des compagnons. Je me rappelle quand j'ai regardé récemment un documentaire sur les gens qui sont en train d'essayer de reconstruire Notre-Dame à l'identique. D'un seul coup, j'avais l'impression de voir la France de Saint-Louis. Il y avait que des compagnons du Tour de France, des tailleurs de pierre, etc. Les mecs avaient des physiques, des regards, une manière de s'exprimer. C'était la France. C'est pas du tout les gens qu'on interviewe sur BFM TV. Moi, j'ai une chance inouïe. J'ai un métier, quand d'autres ont un emploi. Vous savez, un emploi, on peut le perdre. Mais un métier, on peut jamais le perdre. Et donc cette France existe encore. Cette France du travail et cette France des métiers. Et c'est la France de Gérard Nicou. C'est la France des PME, TPE, des gens qui sont maîtres de leurs moyens de production, qui sont leurs propres patrons, qui quand ils ont des employés, c'est à échelle humaine, ça s'appelle TPE, PME, c'est des vraies relations humaines assez saines, pas comme sont les systèmes d'État ou les multinationales qui sont exactement la même chose, où il y a que du parasitisme, de la rivalité psychologique horizontale, de la soumission de petits chefs et de la névrose. Rappelons-nous les vagues de suicides à Orange, c'est-à-dire quand on a restructuré quelque chose qui au départ était le métier de facteur. Revoyons le film Jour de fête de Jacques Tati pour voir comment on a fait du facteur qui était un personnage. Il y avait le curé, il y avait le facteur, il y avait le garde champêtre avec leurs uniformes et leurs fonctions, le facteur cheval. Il y a plus de 100 ans, à une trentaine de kilomètres de Romans-sur-Isère, dans le village d'Autrive, un homme a décidé d'arrêter de rêver et de réaliser ses chimères. Ce n'était ni un magicien, ni un fou, mais le facteur du village. Et derrière cette rue s'élève le chef-d'œuvre qu'il a mis plus de 3 décennies à construire, le palais idéal. Et tout ça a commencé de manière incroyable. Un jour, après avoir trébuché sur un bout de roche, le facteur décide de construire un palais fait entièrement de petits cailloux. Il commence alors à ramasser des centaines de pierres et les empile dans son potager. On remarque une chose importante, le facteur était fier de dire que c'était son œuvre à lui, travail d'un seul homme. Il était très mégalo, il était très fier de son œuvre et il voulait vraiment dire qu'il ne s'était fait aider de personne. Et regardez ce qu'on en a fait aujourd'hui. C'est là où Charles Gave a du mal à comprendre que le libéralisme et la maîtrise même des mécanismes du libéral fait pas de vous un penseur politique. Au contraire, ça fait de vous un handicapé. Donc on a arrêté l'économie. Pourquoi ? Mais il y a peut-être des arrière-pensées. Quelles arrière-pensées? Quelles arrière-pensées? Mais je vois pas qui gagne dans arrêter l'économie comme ça. Je veux dire, c'est après ça, c'est quand même un... Charles Gave, il est persuadé que c'est des dysfonctionnements de libéraux qui n'ont pas bien compris comment il fallait être un libéral qui fait bien marcher le libéralisme. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut... très longtemps, le monde a fonctionné sans ministère de l'économie et sans ministre de l'économie, et l'économie n'était même pas une catégorie autonome et n'existait même pas comme catégorie. Voilà. Je rappelle à Charles Gave que les pyramides ont été construites sans que l'économie comme science ou comme discipline autonome existe, et plus près de nous, le château de Chambord. Il faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu, qu'à un moment donné,
Il y a des catégories et des maîtrises qui sont peut-être l'inverse en fait de ce qu'elles prétendent être. C'est-à-dire des choses qui vous empêchent de comprendre, pas des choses qui vous permettent de comprendre.